Faut que je vous dise un truc, j'ai un nouveau crush. Il est beau, il est drôle. Bon, c'est sûr, il a des petites imperfections. D'ailleurs, j'ai un peu peur de vous le montrer et que vous lui trouviez tout de suite plein de défauts. Mais je sais pas, il a un charme fou et quand je l'ai vu, je me suis sentie bien. J'ai été totalement investie et j'ai passé 2 heures à sourire bêtement. Mon crush, c'est le film Matérialiste, réalisé par Céline Song et en salle depuis le 2 juillet. C'est un triangle amoureux entre une New-Yorkaise, son ex fauché et un millionnaire. Mais c'est aussi bien plus que ça. C'est un film qui tente de jeter un pont entre le cinéma d'auteur et la rom-com grand public. Un film qui ouvre plein de pistes de réflexion sur le dating et l'amour au XXIe siècle. Et je l'ai trouvé tellement fascinant que j'ai eu envie de lui consacrer un épisode en entier. Anaïs se fait des films. Se fait quoi? Anaïs se fait des films. Qui se fait des films? Anaïs se fait des films. Salut tout le monde, bienvenue dans Anaïs se fait des films, le podcast où je vous mets des gros tunnels sur les films que j'ai vus. Cette semaine, on va parler d'amour, et plus spécifiquement de comédie romantique, puisque Matérialiste est marketé comme tel, même si je ne suis pas sûre que ça lui rende service. Qu'est-ce qui constitue une bonne comédie romantique ? Est-il encore possible de trouver l'amour, le vrai, à l'ère du dating ? Comment choisir entre Pedro Pascal, le daddy d'Internet, et Chris Evans, le cul de l'Amérique ? Dans cet épisode, je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Vous pourrez notamment entendre ma discussion avec Marie Telling. C'est mon amie et collaboratrice la plus proche, puisqu'elle co-présente avec moi le podcast Amis, et c'est aussi la personne vers qui je me tourne quand j'ai besoin d'une expertise en comédie romantique. Vous entendrez aussi mon interview avec Céline Song, la réalisatrice de Matérialiste, que j'ai eu le plaisir de rencontrer lors de son passage à Paris. Mais avant ça, j'ai envie de vous parler de son film et vous expliquer pourquoi il m'a tapé dans l'œil. Dans la vie, tout est une question de timing. Il nous arrive parfois de tomber sur la bonne personne au bon moment. Et c'est un peu pareil au cinéma, parfois on tombe sur le bon film au bon moment. Je sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais quand ça se produit, c'est comme une évidence. Ça paraît hyper naturel, comme si le film avait été placé sur votre chemin pile au moment où vous aviez besoin de le voir. Et je crois que c'est ce qui m'est arrivé avec Matérialiste. Matérialiste, c'est seulement le 2e long métrage de Céline Song. Son premier s'appelait Past Lives, il est sorti fin 2023, et ça parlait d'une immigrée coréenne qui vit à New York et qui recroise la route d'un amour de jeunesse alors qu'elle est désormais mariée. C'était une exploration plutôt mélancolique de ce que la vie de cette femme aurait pu être si elle avait poursuivi son histoire avec cet ex. Le film avait été sélectionné au festival Sundance et il avait un rythme plutôt contemplatif, une intrigue très dépouillée, introspective, dépourvue de conflits et de grandes scènes dramatiques. Personnellement, j'avais pas trop réussi à adhérer, je trouvais que c'était un film qui manquait un peu de substance. Mais je dois aussi dire que pour le coup, pour moi, c'était vraiment le mauvais film au mauvais moment. À première vue, Matérialiste explore une thématique très similaire à celle de Past Lives. Ça parle d'une femme new-yorkaise, Lucy, jouée par Dakota Johnson, qui recroise par hasard son ex et qui se retrouve partagée entre ses sentiments pour lui et son attirance pour un nouvel homme qui est plus riche et plus stable. Ça peut paraître un peu gros sabot, mais ce qui est bien, je dirais, c'est que c'est pas aussi binaire qu'un choix entre l'amour et l'argent. Contrairement à ce qu'on peut parfois voir dans certains récits romantiques, là, il y en a pas un des deux qui est secrètement tordu ou mal intentionné. Les 2 hommes sont parfaitement respectueux et sont chacun à leur manière des options très séduisantes. Petit aparté, on dit souvent que dans une relation, il vaut mieux ne pas trop parler de ses ex, mais je pense que cette règle ne s'applique pas au mariage de Céline Song, parce que son conjoint n'est autre que Justin Kuritzkes, le scénariste de Challengers, un autre triangle amoureux entre une femme, son mari et son ex. Personnellement, je donnerais très cher pour assister au dîner de famille entre Céline Song et Justin Kuritzkes, mais bref. Definitely didn't expect to run into you tonight. I missed you. Yeah, you don't even remember my face. Lucy M., the eternal bachelorette. You can do better than me. My instincts are usually right. Hi. Wow. You know how to do the math, don't you? Not gonna marry him, are you? Why not? Because he's good looking and rich. When I see your face, I see wrinkles and children that look like you.
Je l'ai dit, Matérialiste a été marketé comme une comédie romantique. En tout cas, c'est vraiment le message qui ressort des bandes annonces ou des posters qu'on peut voir affichés partout dans le métro. Et c'est vrai qu'avec son triangle amoureux, il a totalement une apparence de comédie romantique. En plus, c'est Dakota Johnson qui incarne le rôle principal. Elle est devenue très connue grâce à la trilogie 50 Shades. Et là, Matérialiste pourrait presque être lue comme la version non problématique de 50 Shades, puisqu'elle se retrouve à dater un homme très très riche et à être émerveillée par tout cet univers. Donc la filiation avec le genre romantique, elle est évidente. Mais il y a quand même un vrai débat sur le fait que ce film serait, oui ou non, une bonne comédie romantique. La rom-com, j'avoue que c'est pas mon genre de prédilection. C'est un genre que j'ai un peu consommé quand j'étais adolescente. J'ai grandi à l'ère Matthew McConaughey et Jennifer Lopez. J'ai beaucoup revu Comment se faire larguer en 10 leçons, La revanche d'une blonde, Un mariage trop parfait ou encore Princesse malgré elle. Mais moi, si vous m'écoutez depuis quelque temps, vous savez que mon genre de prédilection, ça a toujours plutôt été l'horreur. Et progressivement, je me suis détournée de la comédie romantique, sans doute par cynisme émo adolescent. Et aussi, je dois l'admettre, par mépris. La comédie romantique, c'est un genre traditionnellement populaire qui s'adresse plutôt à un public féminin. Et c'est aussi ça qui fait qu'il est souvent méprisé. D'ailleurs, parfois, on va carrément parler de chick flick, film de nana. Ce qui est totalement injuste parce qu'en fait, c'est un genre qui parle d'intime. Et donc, l'intime, a priori, ça nous concerne tous. Et je l'ai découvert un peu trop tardivement. Il y a quand même de très bonnes propositions dans le genre de la comédie romantique. Mais je crois que pendant longtemps, l'amour, c'est un sujet qui m'intéressait assez peu parce que je le trouvais futile. Et je trouvais que ce genre, qui est censé nous vendre un fantasme, offrait des réponses au pire cucu, au mieux simplistes sur les relations humaines. Avant de parler plus en détail de Matérialiste, comme j'ai de grosses lacunes dans le domaine, j'ai eu envie de faire intervenir ma partenaire créative Number One, co-présentatrice avec moi du podcast Ami et experte de la romance dans la pop culture, l'incomparable Marie Telling. Bonjour Marie Telling. Bonjour Anaïs Bordas. Tu n'as pas vu Matérialiste de Céline Song, mais je crois que tu as très envie de le voir. Oui, disons qu'un triangle amoureux avec Dakota Johnson, Chris Evans et Pedro Pascal surtout. Enfin, Pedro Pascal dans une comédie romantique, je sais pas si c'est une comédie romantique, mais en tout cas un film romantique, c'est un coup de génie, quoi. Je pense que c'est une rom-com. C'est aussi un triangle amoureux, clairement. Après, je pense que c'est un film qui déjoue beaucoup ce qu'on attend des comédies romantiques. Moi, clairement, je suis beaucoup moins passionnée par ce genre que toi, même si je pense que tu as réussi à me convertir au fil des années. Mais je voulais te demander, pour toi, quels sont les critères d'une bonne comédie romantique, justement ? Je dirais le numéro 1, c'est vraiment l'alchimie. Il peut y avoir des comédies romantiques un peu plus médiocres, mais s'il y a une très bonne alchimie, je dirais même, par exemple, 10 bonnes raisons de te larguer. Non, c'est ça, hein ? Non. Avec Heath Ledger ? Non, alors c'est l'autre. Je confonds toujours. Matthew McConaughey. Ouais. Comment perdre un homme en 10 leçons. Ouais. Comment perdre un homme en 10 leçons. Excellent film. Ce film-là, qui est une de mes comédies romantiques des années 2000 préférées, je pense que c'est une des meilleures. Très clairement, au niveau de l'écriture, c'est drôle et ça fonctionne très bien. Mais c'est pas la comédie romantique la mieux écrite. Mais la raison pour laquelle ça reste un classique de cette époque-là, c'est qu'il y a une vraie alchimie entre deux leads très très charismatiques. C'est-à-dire que Kate Hudson et Matthew McConaughey sont extrêmement charismatiques et ça crépite entre eux. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un des critères numéro 1. Critère number 1, l'alchimie. Critère numéro 1, l'alchimie, l'écriture. Ça, c'est vraiment très important. De toute façon, la comédie, en général, c'est un domaine où l'écriture prime sur la mise en scène, même si la mise en scène a évidemment son importance. Mais il faut que ce soit drôle. Enfin, c'est une comédie romantique. Donc, il faut que ce soit marrant. Et il faut que ce soit romantique. Parmi les premières comédies romantiques au cinéma, il y a beaucoup de comédies loufoques, par exemple, comme Bringing Up Baby ou New York Miami. Tout ça, c'est des comédies romantiques qui sont hyper bien écrites. C'est pas pour rien que Billy Wilder, par exemple, qui était un des meilleurs scénaristes de Hollywood, a écrit énormément de comédies romantiques. C'est un genre qui est Nora Ephron, c'est exactement. Vrai qu'on la connaît beaucoup plus pour son écriture que ses talents de réalisatrice, même si elle a aussi réalisé certaines de ses rom-coms. Ce qui me marque dans Quand Harry rencontre Sally ou Nuit blanche à Seattle de Nora Ephron, c'est l'écriture et c'est aussi ce que ça capte. Pour moi, une bonne comédie romantique, ça capte un moment aussi dans notre relation à l'amour et notre relation au couple. Et je pense qu'on méprise beaucoup trop les comédies romantiques en pensant que c'est superficiel, alors que c'est souvent un des genres qui reflète le plus justement les évolutions sociétales et les évolutions intimes à travers l'histoire. Et je dirais aussi, ce qui est important, c'est quand même, il y a des codes de la comédie romantique et les fans du genre, ils ont envie de voir ça aussi. C'est marrant de les déjouer, c'est marrant de les détourner, mais je pense qu'il faut aussi en avoir une très bonne connaissance. C'est quoi les codes un peu incontournables ?
Plus que des codes, c'est des tropes, je dirais, mais s'amuser des scénarios un peu typiques et les réinventer, c'est-à-dire que c'est les enemies to lovers, c'est l'histoire d'amour impossible, c'est le meet cute aussi, enfin la rencontre un peu accidentelle. Exactement. Moi, c'est un des trucs qui m'a toujours un peu frustrée avec ce genre, c'est à quel point il a pu impacter en fait notre propre compréhension de l'amour et nos propres attentes de l'amour. Je pense qu'on a vraiment toutes grandi, notre génération, avec l'idée que on pouvait changer les hommes et qu'un homme qui ne voulait pas s'engager, on pouvait, en étant suffisamment incroyable, le transformer, tu vois. Et j'ai l'impression que je vois moins ça dans les comédies romantiques actuelles. Enfin, j'ai l'impression qu'on a enfin dépassé ce truc de le célibataire endurci va enfin changer, alors que j'ai l'impression que c'était quelque chose de très très prévalent pendant longtemps dans le genre de la romance, quoi. Bah oui, mais parce qu'en vrai, ça fait rêver, c'est-à-dire que c'est un fantasme, donc évidemment qu'on a envie de le voir à l'écran, mais je pense qu'on reproche un peu trop aux comédies romantiques. Enfin, c'est vrai que les comédies romantiques peuvent être réac, et l'ont longtemps été, mais elles peuvent aussi accompagner des changements, c'est-à-dire que on leur reproche un peu trop de refléter nos propres idéologies et nos propres fantasmes qui sont au fond parfois un petit peu réac aussi, et du coup on néglige un peu trop l'aspect plus subversif des comédies romantiques. C'est-à-dire que dans les années 30, il y avait plein de comédies romantiques qui étaient des comédies romantiques de remariage parce que c'était pour déjouer la censure de Hollywood. Et par exemple, c'était les premières fois où on voyait Katharine Hepburn, elle était abonnée à ces comédies-là. Ouais. Ou His Girl Friday aussi. His Girl Friday, Philadelphia Story, des choses comme ça. C'est quand même une des premières fois qu'on voyait une femme forte, indépendante, à l'écran, qui a une histoire d'amour, qui à la fin va être un peu matée, c'est sûr. C'est-à-dire que c'est la femme indépendante qui renonce un petit peu à son indépendance et pour le charme d'un homme, qui est domptée, quoi. Mais il n'empêche que c'était la première fois qu'on voyait des images de femmes comme ça à l'écran. Longtemps, les comédies romantiques, ça a été une façon aussi d'avoir des histoires de femmes à l'écran, ce qu'on n'avait pas dans d'autres films. Et c'était le genre féminin, donc un genre qui était méprisé, décrié et considéré comme superficiel. Mais du coup, c'était aussi un genre où on voyait beaucoup plus d'histoires de femmes et qui a parfois accompagné des révolutions. Enfin, le fait que, par exemple, Crazy Rich Asians ait été un des films emblématiques de la diversification d'Hollywood, enfin du fait qu'il y ait plus de diversité à l'écran. C'est vrai que j'ai l'impression que dans les avancées de représentation de ces dernières années, que ce soit Crazy Rich Asians ou Fire Island, Fire Island pour la première rom-com gay grand public, etc., ou Happiest Season qui était vendu aussi comme la première rom-com lesbienne. C'est des films qui peuvent parfois être imparfaits, mais c'est vrai que c'est par le genre populaire, parce que la comédie romantique c'est populaire, qu'on peut aussi faire des avancées dans la représentation. Oui, carrément. Parce que même si tu regardes The Apartment, La Garçonnière, par exemple, le personnage joué par Shirley MacLaine, c'est un personnage qui est assez révolutionnaire pour son époque aussi. C'est une femme qui travaille, on est au début des années 60 même, je crois qu'on est en 1960, elle a une liaison avec son patron, quoi. Yes, girl. Ce qui est hyper intéressant avec Matérialiste et assez novateur, j'ai trouvé, c'est la manière dont le film parle d'argent, c'est dans le titre, et j'ai l'impression que dans les rom-coms cinématographiques, c'est un truc qui est très frais, que j'avais pas forcément vu. Je dirais que dans les rom-coms, la question financière, elle peut vraiment être présente. Si tu penses à Pretty Woman, avant d'être une relation romantique, c'est une relation transactionnelle et consumériste dans laquelle on va infuser du romantisme, quoi. Dans la littérature, dans Orgueil et Préjugés notamment, qui est peut-être celui que je connais le mieux, la question de l'argent, elle est présente dès la première phrase, de dire en fait on a besoin d'un bon parti. Si on en est amoureuse, c'est cool aussi, mais l'argent est très important pour réussir en matière d'amour. Dans tous les livres de Jane Austen, l'argent est au cœur du récit parce que elle-même était d'une famille désargentée. Son père était un gentleman, mais comme il était, je crois, le dernier de sa fratrie, il était pauvre. Et donc, elle a pas mal souffert de ça et elle infuse ça dans tous ses livres. Il y a Mansfield Park où c'est une cousine pauvre qui va vivre avec ses cousins plus riches. Dans Emma, c'est le seul de ces personnages justement qui est autonome par rapport à son argent, qui est très riche et qui du coup ne veut pas se marier et qui va se marier exclusivement par amour. Dans Persuasion, c'est l'histoire d'une vieille fille qui est une vieille fille parce qu'elle avait renoncé à son amour de jeunesse parce qu'il n'était pas assez riche. Donc dans tous les livres de Jane Austen, il y a un aspect financier. C'est ce qui est intéressant aussi, c'est des comédies de mœurs
Et ça dit beaucoup justement de la situation, de la condition des femmes à l'époque dans l'Angleterre de la Régence. Puis par exemple au cinéma, dans les décors de rom-com, moi en tout cas celles avec lesquelles j'ai grandi, j'ai quand même l'impression qu'on est toujours dans de très beaux apparts, dans des décors assez idylliques, avec des beaux costumes, même si ça peut varier. C'est rare de voir des comédies romantiques avec des personnages qui sont pauvres. Après, il y a quand même des comédies romantiques qui touchent à la question de l'argent et qui sont pas exactement dans les mêmes... Je pense à La Garçonnière, même si quand on avait vu ensemble, toi tu trouvais pas que c'était vraiment une comédie romantique, ou je pense à Punch Drunk Love ou même à Notting Hill, tu vois, où t'as une différence aussi majeure de statut entre les deux personnages et tout ça. Et lui, il roule pas non plus sur l'or dans le film, ou 4 mariages en enterrement. Il y a aussi, ils ont des beaux mariages ou des trucs comme ça, mais quand on voit lui là où il vit, c'est assez réaliste quand même. Enfin, je pense que dans les comédies romantiques hollywoodiennes des années 2000, il y avait ce gros truc du très bel appartement et tout ça. Ouais. Mais parce qu'on était arrivé dans une période où les comédies romantiques étaient hyper formulaïques et où elles étaient juste là pour faire rêver de façon un peu basique. Est-ce que tu penses que une bonne comédie romantique doit se conclure forcément par un mariage ? Non, pas par un mariage. À la fin, t'as quand même le truc de ils se mettent ensemble, tu vois, ou ils se remettent ensemble. Oui, normalement, dans les codes de la comédie romantique, ça se finit bien. Et comme le principe de tout le film, c'est que on se demande s'ils vont se mettre ensemble. Et même le plaisir de regarder une comédie romantique, souvent, c'est de savoir ce qui va se passer à la fin. C'est-à-dire qu'il y a un côté réconfortant dans le fait que on s'embarque dans ce voyage et on se laisse porter tout en sachant très bien qu'on va atterrir de façon très très sympa à la fin. Ouais. Donc ça fait partie du charme des comédies romantiques. Après, il y a des exemples de comédies romantiques qui ne se finissent pas par des unions. Le premier qui me vient en tête là, c'est Vacances romaines, et ça reste une excellente comédie romantique. Mais c'est vrai que c'est plus un exemple un peu plus unique dans le genre. Il y a un des plus gros clichés de la comédie romantique, et pour moi qui est un des plus savoureux, c'est le grand geste romantique. Et donc généralement, c'est le personnage qui court à l'aéroport ou qui va en haut de l'Empire State Building, ou enfin qui fait vraiment quelque chose d'un peu éprouvant pour déclarer son amour. C'est quoi ton geste romantique préféré du cinéma ? Le premier qui me vient à l'esprit, parce que c'est mon film romantique préféré, c'est pas très original, c'est Quand Harry rencontre Sally. C'est le sprint final le soir du Nouvel An pour être là pour les 12 coups de minuit. Et quand Harry veut dire à Sally qu'en fait, il ne veut passer du temps qu'avec elle, quoi. Ouais, j'avoue que c'est aussi. Ouais, je pense que c'est difficile de faire un autre number one que celui-là, quoi. Merci beaucoup, Marie. J'ai très hâte que tu vois Matérialiste. Tu nous enverras un petit... Peut-être d'ici 1 an ou 2. Ouais, voilà, un petit vocal quand tu l'auras vu. Après avoir parlé avec Marie, je me demande si Matérialiste coche vraiment toutes les cases d'une bonne comédie romantique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a coché toutes mes cases à moi. Je suis souvent partagée entre 2 aspects de ma personnalité, un qui est peut-être beaucoup plus naïf, idéaliste et romantique, et un autre qui n'a confiance en personne, qui a longtemps vu le couple comme une forme aliénante de domesticité et qui pense que toutes les relations amoureuses sont vouées à l'échec. Et pour moi, un bon film romantique, c'est un film qui parvient à résoudre la tension entre mon cynisme sur les rapports humains et mon envie de croire, malgré tout, à l'amour durable. Matérialiste, pour moi, maintient très bien cet équilibre. En tout cas, il y arrive pendant un bon moment. Lucie, le personnage principal, est matchmakeuse ou entremetteuse. Et au début du film, il y a une scène que j'ai trouvée vraiment géniale. Elle rend visite à une de ses clientes qui est sur le point de se marier, mais qui a une grosse crise de conscience. Ça aussi, c'est un classique du genre, la mariée qui stresse juste avant d'aller à l'hôtel. Là, quand Lucie arrive, la cliente est en larmes et elle lui dit « J'en reviens pas que j'ai choisi ça, de devenir une épouse ». Et elle le dit avec un tel dédain que j'ai trouvé ça vraiment subversif pour ce qui est censé être une rom-com. Et puis, pour lui remonter le moral, Lucie demande à sa cliente pourquoi, au fond, est-ce qu'elle a envie de se marier. Elle lui dit que peu importe la réponse, elle ne la jugera pas, et la cliente finit par admettre que si elle se marie avec cet homme, c'est surtout pour faire chier sa sœur. I have heard every reason why a person wants to get married. He makes my sister jealous. Et pour un film qui propose un discours sur l'amour, j'ai trouvé ça très frais et très subversif de démarrer avec une vision aussi cynique et pragmatique du mariage. Et Matérialiste est plein de moments comme ça qui soulignent toutes les pensées conflictuelles qu'on peut avoir quand on a à la fois envie d'être aimé et la peur de s'enfermer dans quelque chose de très rétrograde, l'envie de conserver notre propre autonomie et de ne pas être défini uniquement par le couple.
mais aussi le fait de vouloir une sécurité financière ou émotionnelle, sans forcément vendre notre âme au diable pour l'obtenir. Le film essaie de souligner tous ces ressentis contradictoires qu'on peut avoir par rapport à l'amour. En gros, Matérialiste est toujours sur cette ligne de crête entre romantisme et cynisme. J'ai trouvé que c'était très réussi, et ce qui m'a frappé avec le film, c'est la manière dont il refuse aussi de choisir, clin d'œil, entre deux grammaires cinématographiques. D'un côté, celle du film d'auteur, avec des incursions plus expérimentales et un style visuel assez affirmé, et de l'autre, celle du film grand public plus conventionnel, au sens neutre du terme, c'est-à-dire que c'est un film qui fait appel à toute une gamme de conventions familières. Les stars incroyablement sexy et bien coiffées, les tenues et décors très lisses, une photo plutôt chaude, des images parfois un peu génériques. Le film est produit par A24 mais distribué par Sony. Donc c'est vraiment une œuvre hybride qui évoque plutôt les films de moyen budget, qui sont une catégorie en voie de disparition depuis plusieurs décennies, mais c'est aussi la catégorie à laquelle beaucoup de rom-coms ont appartenu traditionnellement. Soderbergh, par exemple, avec Hors d'atteinte, c'était l'exemple typique de ça. Un film de moyen budget qui était à la fois très populaire, mais avec du style et une vision de cinéaste très très affirmée. Je pense aussi que c'est la grosse différence qu'on peut faire entre Matérialiste et Past Lives, le film précédent de Céline Song. Je dirais que Past Lives, c'était un film d'art et d'essai avec un attrait grand public, alors que Matérialiste, c'est un film grand public qui a une coloration art et essai. En ce sens, j'ai l'impression que le film s'inscrit un peu dans la lignée de ceux de Greta Gerwig, notamment Little Women, qui est un chef-d'œuvre, qui conciliait vraiment une vision d'auteur et un format grand public, et qui contenait des monologues brillamment écrits et incarnés. Déjà, il y a celui très culte où Amy explique que le mariage est une proposition financière. I'm just a woman. And as a woman, there's no way for me to make my own money. Not enough to earn a living or to support my family. And if I had my own money, which I don't, that money would belong to my husband the moment we got married. And if we had children, they would be his, not mine. They would be his property. So don't sit there and tell me that marriage isn't an economic proposition, because it is. D'ailleurs, c'est une réplique qu'on entend aussi mot pour mot dans Matérialiste. Donc la filiation est assez forte. Et il y avait aussi ce monologue dans lequel Jo explique qu'elle en a marre, que la vie d'une femme ne tourne qu'autour de l'amour, qu'elle a surtout envie d'écrire, de créer, mais qu'en même temps, elle se sent seule et elle aimerait bien être aimée. I just feel like women, they have minds and they have souls as well as just hearts, and they've got ambition and they've got talent as well as just beauty. And I'm so sick of people saying that love is just all a woman is fit for. I'm so sick of it. But I'm so lonely. Je trouve que c'est un des meilleurs films sur toutes les contradictions qu'on peut ressentir face à l'amour quand on est une jeune femme. Mais contrairement à Little Women, je suis pas sûre que Matérialiste arrive totalement à avoir le beurre et l'argent du beurre entre cynisme et romantisme. Le film maintient vraiment un équilibre très maîtrisé quasiment jusqu'au bout, mais il finit par basculer un peu plus d'un côté. Personnellement, c'est peut-être pas le côté que j'aurais choisi, mais vous me direz ce que vous en pensez une fois que vous l'aurez vu. En fait, pour moi, le plus saillant, c'est pas forcément le triangle amoureux, ni le suspense de avec qui Lucie va-t-elle finir. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que c'est pas une excellente comédie romantique. Par contre, ce qui m'a vraiment intéressée, c'est la réflexion assez incisive que propose le film sur l'amour moderne, c'est-à-dire un amour qui est contaminé par l'ère des applis et le capitalisme débridé. En fait, dans ces dialogues, le film oppose sans cesse l'amour et le dating. Lucie est matchmaker, elle travaille dans une agence matrimoniale de luxe à New York. Donc son job, c'est de trouver des partenaires potentiels à des clients selon toute une liste de critères. Et d'ailleurs, il faut préciser que le récit est inspiré de l'expérience personnelle de Céline Song, qui a elle-même été entremetteuse à New York au moment où sa carrière d'artiste n'avait pas encore décollé. Le matchmaking, c'est une pratique très particulière qui est réservée à l'élite financière. Mais dans le film, le procédé est très réussi, non seulement parce que c'est beaucoup plus visuel que si on regardait juste des gens swiper sur Tinder, mais aussi parce que tout ce que ça raconte, en fait, peut totalement s'appliquer à la logique des applis de rencontre. Surtout la manière dont les applis transforment la quête de partenaires en démarche consumériste déshumanisante, où on va considérer nos matchs potentiels comme des produits au supermarché et où l'on en vient même à se considérer nous-mêmes comme un produit de consommation.
Pour illustrer tout ça, l'intrigue est entrecoupée d'apartés très drôles dans lesquels on va voir différents clients qui listent leurs critères face caméra, et c'est des critères souvent très spécifiques et désespérants, comme par exemple « je ne veux surtout pas quelqu'un qui aime les chats »,« surtout pas quelqu'un qui ait un indice de masse corporelle trop élevé », pas quelqu'un qui fasse moins d'1m80. On a évidemment des mecs de quasiment 50 piges qui refusent de dater qui que ce soit de plus de 28 ans. Et honnêtement, je pense que c'est assez réaliste sur l'état du dating à l'heure actuelle. I don't want someone who likes cats. I'm a dog person. Okay. What's your type physically? Fit. Just fit? Fit. I need to meet someone more grown. I have a beautiful client. She's 31. I wasn't really thinking 30s. C'est des moments face caméra qui rappellent un petit peu quand Harry rencontre Sally, Annie Hall ou Les Amours imaginaires. C'est une grande tradition de la comédie romantique et ça permet de très bien pointer du doigt l'absurdité qui est devenue la quête de l'amour aujourd'hui et le fait que le dating moderne, c'est un jeu dans lequel on finit souvent tous perdants. Pour illustrer ça, on suit une cliente en particulier qui s'appelle Sophie, qui a la fin de trentaine. Elle est jolie, intelligente, plutôt aisée financièrement, mais selon Lucy, elle n'a rien de particulièrement fort pour se démarquer sur le marché du célibat, puisque vraiment le dating est ramené pendant tout le film à une pratique capitaliste. Et donc Sophie, bon par contre Céline Song aurait vraiment pas dû choisir deux prénoms qui se ressemblent autant, mais c'est pas grave. Sophie, donc la cliente, peine à concrétiser ses rencontres en relation durable. C'est un personnage secondaire, mais personnellement, c'est celle qui m'a le plus émue et je pense que c'est vraiment celle qui détient les clés de ce que le film cherche à raconter. Retenez bien le nom de Sophie puisque j'ai posé une question à Céline Song la concernant dans notre interview. Donc ça, c'est tout l'aspect un peu satire du dating du film. Et puis, il y a toute la partie plus rom-com, le fameux triangle amoureux entre Lucy, son ex John, joué par Chris Evans, qui est un acteur fauché dont elle s'est séparée à cause de leur galère d'argent, et Harry, joué par Pedro Pascal, qui nous est présenté comme, je cite, une licorne, c'est-à-dire un homme qui est à la fois beau, riche, intelligent et respectueux. You are what we call a unicorn. An impossible fantasy. Et à travers leurs deux profils, Céline Song va souligner la tension principale du film, qui est celle de l'argent. Et je crois que j'avais rarement, voire peut-être jamais vu un film qui a toutes les apparences d'une rom-com, mais qui parle d'argent de manière aussi frontale et aussi réaliste. Il y a un moment où Lucy dit qu'elle gagne 80 000 $ annuels avant impôt, et cette scène est d'une telle franchise que ça m'a complètement scotché. Cette recherche de réalisme, ou en tout cas de franchise financière, on la trouve aussi dans les costumes et les décors. Il y a beaucoup de productions hollywoodiennes qui vont être critiquées pour leur absence de réalisme, avec des personnages qui sont toujours très riches, qui vivent dans des penthouses et qui ne se posent jamais la question de l'argent. Alors que Matérialiste a une approche, je dirais, beaucoup plus chirurgicale et honnête sur le sujet. Le personnage de Lucy vit dans un bel appart new-yorkais, mais elle vit un petit peu au-dessus de ses moyens et ça reste un petit appartement en rez-de-chaussée. Le personnage de John, lui, il est carrément en coloc alors qu'il a 37 ou 38 ans. Et à côté de ça, on a le personnage de Harry qui, lui, vit dans un appart à 12 millions de $. On nous dit aussi combien il a coûté. Donc il y a une vraie volonté de représenter différentes catégories socio-économiques et de bien les représenter. Ça se voit aussi dans les costumes, dans les coiffures des personnages. Moi, dans la vraie vie, je trouve les conversations franches autour de l'argent très rafraîchissantes. Et dans un film aux atours hollywoodiens, je trouve ça encore plus stylé. Mon seul bémol avec le film, je pense qu'il concerne cet aspect rom-com. Je pense que malgré tout son pragmatisme, Céline Song est bien plus romantique que moi. Vous l'entendrez sans doute dans notre interview. Et même si je pense qu'elle parvient toujours à conserver cette tension et cet équilibre dans le film, j'ai été quand même un peu moins convaincue par le dernier tiers, qui m'a semblé moins maîtrisé et qui perd un petit peu cet équilibre très subtil pour basculer vers une conclusion qui m'a paru un poil trop naïve. Mais je vous en dis pas plus, je vous propose plutôt d'entendre mon interview avec la réalisatrice Céline Song. Je me suis posé 1 milliard de questions en voyant son film. Faut-il arrêter de dater pour trouver l'amour ? Est-ce que finir en couple est forcément un happy ending ? Et je suis contente d'avoir pu lui en poser quelques-unes. J'aurais pu lui parler pendant des heures, je pense, mais je n'avais que 20 minutes et je vous laisse écouter ça tout de suite. Dans l'épisode que vous écoutez actuellement, l'interview a été condensée et doublée en français. Si vous voulez entendre la version intégrale en VO, elle existe aussi et vous pouvez la trouver juste à côté de cet épisode dans votre appli de podcast. Je m'appelle Céline Song et je suis la scénariste et réalisatrice de Matérialiste. Vous avez travaillé comme matchmaker ou entremetteuse pendant 6 mois ? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui, dans cette expérience, vous a donné envie d'en faire un film ?
Je pense que pendant ces 6 mois, j'en ai plus appris sur les êtres humains que pendant n'importe quelle autre période de ma vie. C'était aussi la première fois que j'étais proche de gens qui n'étaient pas des artistes et que j'entendais leurs désirs intimes, des gens de la finance ou de l'industrie pharmaceutique par exemple. C'était fascinant de savoir comment ces personnes-là répondent à la question « Que recherchez-vous chez un partenaire ?» C'était un travail formidable. Ce qui m'a frappé aussi, c'est que ces conversations tournaient souvent autour d'une série de chiffres. Taille, poids, revenus, âge, métier, style de vie. À ce moment-là, je venais tout juste de me marier et je savais que l'amour et le mariage n'ont presque rien à voir avec ces chiffres. Mais en même temps, le mariage est quand même lié à des préoccupations très matérielles, comme déclarer ses impôts ensemble, par exemple. Je ne sais pas si vous faites ça en France. Oui, il y a des gens qui se marient principalement pour ça d'ailleurs. Voilà, il y a des avantages fiscaux, on peut aller à l'hôpital ensemble, etc. L'amour, c'est quelque chose d'intangible, c'est un mystère ancestral, mais le mariage, lui, est profondément matériel. Je suis curieuse de voir comment cette histoire new-yorkaise sur l'amour et l'argent va résonner auprès du public français. Alors personnellement, j'ai adoré le film, c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner, mais félicitations, j'ai vraiment trouvé ça très bien. Est-ce que vous pensez que l'amour et le dating sont irréconciliables ? Non, pas forcément. Le dating est un jeu auquel on joue tous pour espérer trouver l'amour. Mais ce n'est pas une quête normale. C'est un peu comme essayer d'être frappé par la foudre. C'est essayer de provoquer un miracle. Et bien sûr, si ce miracle se produit, si l'amour s'offre à vous, la seule réponse raisonnable est de dire oui. C'est un film dont vous aviez déjà eu l'idée avant Past Lives ? Oui, tout à fait. J'y pensais déjà dans ma vingtaine quand j'étais entremetteuse, mais je ne savais pas encore comment faire fonctionner cette histoire. Puis j'ai tourné Past Lives et entre la fin du travail sur ce film et son passage à Sundance, j'ai eu 6 mois d'attente. Pendant cette période, je devenais un peu folle parce que je savais que j'étais réalisatrice, mais personne d'autre ne le savait encore. Pour me calmer, j'ai décidé de commencer mon film suivant et c'est à ce moment-là que j'ai écrit Matérialiste. Le lendemain des Oscars, j'ai pris un vol pour New York et le surlendemain, j'étais déjà dans un van de repérage. Donc ça a été très rapide, mais ça faisait longtemps que j'y pensais. Oui, et d'ailleurs, les deux films se répondent. Ils explorent des thèmes similaires, de manière différente, certes, mais il s'agit quand même à chaque fois d'une femme à un carrefour dans sa vie qui est partagée entre deux hommes qui représentent deux options très différentes pour elle. Yeah, I would say that Materialist is a love triangle, but I don't think Past Lives is. Oui, je dirais que Matérialiste est clairement un triangle amoureux, mais que Past Lives n'en est pas un. Dans Past Lives, Nora confirme sa vie. C'est plutôt comme un renouvellement de vœux. Il n'y a pas de compétition dans ce film. Dans Matérialiste, il y a de la compétition. Mais Harry écrase tout. Je ne pense pas qu'il se sente réellement menacé par John. Lucy, elle, essaye de comprendre quel est le choix le plus intelligent et logique pour elle. À mon avis, la Lucy du début du film trouverait sans doute celle de la fin complètement stupide et vice-versa. Mais au fond, elle a fait la seule chose qu'il faut faire quand l'amour se présente. Dire « vendu ». Je dirais que le film aussi est partagé entre deux identités qu'il tente de réconcilier. D'un côté, la rom-com fun et grand public, et de l'autre, le petit film d'auteur avec un sens du style assez affirmé et des idées profondes. La séquence d'ouverture, par exemple, ne ressemble pas du tout à ce qu'on verrait dans une rom-com traditionnelle. Est-ce que c'était intentionnel de mêler ces deux traditions cinématographiques ? Je pense que c'est surtout ma voix de cinéaste. Généralement, j'écris un script et quelqu'un finit par me dire de quel genre il s'agit. Je ne me suis pas dit « tiens, je veux écrire une comédie romantique », mais je savais que ça serait une histoire d'amour, que ça parlerait de dating, que ça serait drôle, mais aussi que ça demanderait au public de ressentir beaucoup de choses, parce que c'est le genre de cinéma que j'aime faire. Je pense que si j'avais essayé de marier ces deux traditions, elles ne se seraient pas mariées. Je n'ai pas essayé, leur relation est venue naturellement. You know what I mean? You can't really try. It's more like, I think naturally it kind of ended up being that was the relationship.
Ce qui m'a beaucoup plu, c'est que le film manie très bien l'équilibre entre cynisme et romantisme, qui parle à la fois d'amour, donc quelque chose d'intangible, mais aussi d'argent, quelque chose de très tangible. Pourquoi est-ce que vous vouliez que la question de l'argent soit si présente dans votre film? Parce que je voulais dire les choses telles qu'elles sont. Même si au cinéma, ce n'est pas très commun qu'un personnage dise quel est son salaire annuel. Oui, c'est sûr. Mais ce film s'appelle Matérialiste. L'objectif a toujours été d'aborder le dating aussi honnêtement que possible. Et le dating réside tellement dans les chiffres. Les gens parlent de salaire dès le premier rendez-vous maintenant, c'est très courant. On ne le voit jamais au cinéma et donc on pense que c'est impoli. Mais au fond, on vit déjà dans une réalité où les chiffres gouvernent des moments qui devraient uniquement concerner notre cœur. Dans les décors et les costumes du film aussi, il y a un certain réalisme. Vous essayez de refléter plusieurs réalités socio-économiques qui sont très différentes. Bien sûr. La question, c'est à quoi aspirent les gens? Lucy et Harry aspirent à un certain mode de vie, contrairement à John. Lucy paye probablement un loyer qu'elle ne peut pas se permettre pour ne pas avoir de coloc. C'est courant à New York. On voulait aussi que ses tenues soient réalistes. Elle a sans doute économisé pour acheter cette robe chère et elle va la porter plusieurs fois. Sa garde-robe n'est pas juste constituée de choses qui rentrent dans son budget, mais aussi de vêtements pour lesquels elle s'est un peu ruinée. Ce sont des décisions à la fois psychologiques et financières. Sur le tournage, j'adorais discuter avec les chefs de département de la psychologie de l'argent. Que dit sa coiffure, son appart, ses vêtements? Chaque détail raconte une histoire. One of those details, it was so fun to go to every department and to get to talk about it. J'ai aussi senti cette précision dans la mise en scène qui a l'air de changer selon les personnages ou les scènes. Par exemple, il y a un long plan séquence au restaurant, mais quand Lucy espionne Sophie, une ancienne cliente, la réalisation switch pour évoquer plutôt des thrillers des années 70, et puis à d'autres moments, on repasse à de la romance. Comment est-ce que vous avez conçu l'identité visuelle du film? Well, I feel like it is really about the story. You're always trying to get to a decision about the look of the film. Oui, c'est toujours une question de récit. Il y a 1000 façons de filmer une scène, mais il faut trouver celle qui s'impose. Par exemple, on aime tous quand l'image est un peu plus chaude, mais il y a des moments où l'image doit être froide, parce que Lucy est dans cet état d'esprit à ce moment-là. Et si je peux prendre toutes ces décisions, c'est aussi grâce aux acteurs qui sont brillants et arrivent parfaitement préparés. C'est parce qu'ils sont si talentueux que je peux me permettre de faire un plan séquence. That's the power of having actors who are just brilliantly talented, you know. And that allows me to do a one-er. J'ai lu que vous aviez utilisé une caméra à l'épaule pour John, alors que pour Harry, c'était un dolly, donc une caméra sur rail. This is something that my DP and we were talking about as like, who are these characters as camera movements? Oui, tout à fait. Avec mon directeur de la photographie, on a réfléchi à chaque personnage comme un mouvement de caméra. Harry, c'est du dolly. Il avance sur des rails et il a suivi ces rails toute sa vie. Lucy, c'est une steadicam, le centre de gravité du film. Et John, c'est le côté uncut gems du film. C'est le chaos d'une caméra à l'épaule. Like a gems side of the movie, you know what I mean? Like the chaos. The chaos. So we're gonna do a little handheld with them. La scène où Lucy court pour retrouver Sophie, son ex-cliente, m'a beaucoup touchée. Pour moi, c'est ça le vrai geste romantique du film, en fait. Oui, je suis d'accord. Je suis contente, c'est comme ça que je l'ai conçu. C'est ma version de la scène où un personnage court à l'aéroport. Oui, exactement. En quelque sorte, elle est responsable de Sophie et elle passe toute la deuxième moitié du film accablée par la culpabilité. C'est le moment le plus romantique du film pour moi. Spoiler warning. La question que vous vous apprêtez à entendre parle de la fin du film. On est resté assez vague avec Céline Song, mais si vous voulez vraiment ne rien entendre sur la fin du film, avancez de 30 secondes. Est-ce qu'on doit voir la fin du film comme une fin vraiment heureuse? Oh, interesting. I think it's so happy. C'est une question intéressante. Pour moi, oui, c'est très heureux, car ce sont deux personnes qui s'aiment et qui finissent ensemble. Mais les difficultés financières peuvent vraiment affaiblir un couple à la longue, à moins qu'il n'y ait beaucoup de communication. Et comme pour n'importe quel mariage aujourd'hui, ils ont 50% de chances que ça marche. Moi, je parie sur eux, parce que je les adore, mais qui sait? En tout cas, c'est une fin heureuse à mes yeux, car quand des gens qui s'aiment finissent ensemble, c'est toujours heureux.
But yeah, I mean, I feel like when it comes to happy ending, well, two people who love each other get together. That's a happy ending. For all the single people watching this film. Pour tous les gens célibataires qui verront ce film, si l'amour est devenu une affaire aussi consumériste et capitaliste, est-ce qu'on est condamné? No, I don't think so. I think it has to start with oneself. Non, pas du tout, mais ça doit venir de soi. Je pense qu'il faut arrêter de chercher l'amour dans des endroits qui ne le proposent pas. Je pense que faire une liste revient à exclure beaucoup trop de gens de votre vie. Aux États-Unis, le revenu moyen est de $35,000. Si vous voulez quelqu'un qui a un appart à $12 millions, vous éliminez presque totalement la possibilité de tomber amoureuse. Vous éliminez presque tout le pays. Même chose pour la taille. La taille moyenne est de 1,73 m aux États-Unis. Si vous exigez un mec de plus d'1,80 m, ce que font beaucoup de gens, vous éliminez bien plus que la moitié du pays. Ce n'est même pas la moyenne. L'amour, ce n'est pas une vente de voitures de luxe. Ils ne peuvent pas juste vous fabriquer plus de Maserati. C'est dommage de se dire que c'est ce genre de choses que l'on va exiger de quelqu'un d'autre. Alors que la seule exigence sur laquelle on ne doit pas transiger avec les gens qui nous aiment, c'est qu'ils nous aiment, c'est tout. Si on se souvient de ça, je pense que c'est possible de trouver l'amour. Et que ça va être très dur si on commence à faire des listes. Parce que l'amour, c'est déjà suffisamment dur comme ça. C'est un miracle quand ça se produit. Alors, si on commence à se dire « je veux que ci, je veux que ça, je veux pas rabaisser mes critères, etc. » C'est intéressant d'utiliser le mot « critère » pour se demander si on est ouvert ou pas à un autre être humain. Le seul critère, c'est de ne pas accepter une situation dans laquelle on ne vous aime pas. Ce critère, lui, ne doit jamais être rabaissé. Mais il y a des gens qui restent dans des relations avec des gens qu'ils n'aiment pas. Et pourquoi? Parce qu'il fait 1,85 m. À 90 ans, l'âge auquel on espère encore être avec la personne qu'on aime, on fera tous 1,73 m. You might be 6 feet now. By the time we're 90, which is when we hope to be together when we're 90, by the time we're 90, we're all going to be 5'8". Yeah. We're going to shrink. Thank you so much. Merci beaucoup. Merci à vous. I drink your milkshake. You got into Harvard Law? What, like it's hard? C'est pas possible. Il faut moins 8 000. I had a dream about this place. Ça fait comme des pizzas 4 chaussures. Si vous me regardez, qui je regarde moi? En ce moment, au cinéma, il y a d'autres films qui parlent d'amour. L'un d'entre eux, c'est Lovable de Lilja Ingolfsdottir. Je ne sais pas si je prononce très bien son nom. C'est un film scandinave qui raconte la séparation d'un couple, principalement du point de vue de la femme, Maria. C'est elle qui subit la rupture. Elle a l'impression que ça sort un peu de nulle part. Elle a 4 enfants à gérer. Et ce qui est très intéressant dans le film, c'est qu'il a recours à un montage assez astucieux qui nous permet d'éplucher progressivement l'histoire du couple, de leur rencontre à leur séparation et aussi ce qui se passe après la séparation. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que ça montre très bien que dans un couple qui se désagrège, il n'y a pas toujours qu'un seul fautif. On éprouve énormément de compassion pour Maria, mais on arrive aussi à comprendre le point de vue de son mari. Donc c'est un film qui est très nuancé et très âpre sur la séparation, avec un personnage féminin pas toujours très sympathique. Et donc ça, évidemment, moi je suis toujours cliente. Il y a un autre réalisateur norvégien qui sort, lui, une trilogie sur l'amour, avec à chaque fois 2 jours d'écart entre les 3 films. C'est Dag Johan Haugerud. Et ces 3 films s'appellent Sex, Love et Dreams. Il se trouve que j'ai vu que celui du milieu, Love, il était en compétition à Venise l'année dernière. Et c'est un film un peu kaléidoscopique qui va aussi soulever plein de questions sur l'amour moderne à travers différents personnages et sur l'intimité plus généralement. C'est un très beau film et j'ai très hâte de découvrir les 2 autres. Donc voilà, en salle ces prochains jours, vous trouverez aussi Sex, Love et Dreams. Parmi les gros blockbusters de l'été en salle actuellement, il y en a un que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est F1 de Joseph Kosinski. Some people look at Sonny Hayes. They see a guy who lives in a van, a gambling junkie who missed his shot, the best that never was. But I see possibility. I'm offering you an open seat in Formula One. The only place you could say, if you win, you are the absolute best. Kosinski, c'est le réalisateur de Top Gun Maverick. Et c'était le 2e plus gros succès de 2022 au box-office, derrière Avatar 2. Donc, je pense qu'on lui a plutôt donné carte blanche pour faire ce film. Et ça se sent, le film dure 2h35, ce qui est peut-être pas nécessaire.
puisque c'est globalement un film où des hommes très virils conduisent des grosses voitures qui font vroom vroom. Ça aurait pu s'appeler F1 Maverick, tellement Kosinski réutilise la même recette que pour Top Gun, puisque c'est une rivalité entre deux hommes qui appartiennent à la même équipe, avec un jeune qui est plus arrogant et inexpérimenté, et un vieux dont on nous dit qu'il est has-been, mais en fait il a des capacités quasiment surhumaines. Là, le vieux n'est pas joué par Tom Cruise, mais par Brad Pitt. Mais c'est un peu le même genre de rôle. C'est un vieux connard charmant qu'on ne peut pas s'empêcher d'aimer et que tout le monde sous-estime parce qu'il est plus dans le jeu depuis longtemps, mais il va prouver à tout le monde à quel point il est fort. Il explique aux jeunes pilotes comment piloter. Il explique à la meuf qui fabrique les voitures comment fabriquer les voitures. Il explique au mec qui change les pneus comment changer les pneus. Bref, il est meilleur que tout le monde. Mais en même temps, il est super humble et il pense au bien commun. Il est très généreux. Et puis en plus, c'est Brad Pitt. Honnêtement, c'est extrêmement divertissant. Les séquences de conduite sont ébouriffantes. Comme la série Friday Night Lights qui réussissait à rendre le football américain intéressant, là, ça a réussi à m'intéresser à la Formule 1, ce que je n'aurais vraiment pas soupçonné, même si j'adore Fast and Furious, donc j'aime bien quand même les voitures qui font vroom vroom. C'est très formulaïque, on voit exactement où ça va, et c'est même parfois un peu feignant dans les ficelles. On sent la tentative très opportuniste de reproduire le succès de Top Gun Maverick, en fait. Et aussi celui de Challengers, dont on peut sentir l'influence notamment dans l'excellente bande-son de Hans Zimmer. Une bande-son très propulsive qui est à la fois symphonique et électronique, et donc qui va un peu évoquer Challengers, mais il fait aussi un truc à sa sauce. Je crois que ça faisait longtemps que j'avais pas autant aimé une bande-son de Hans Zimmer, mais celle-ci, je l'écoute en boucle. Au moment où j'enregistre cet épisode, ça fait moins de 24 heures que j'ai vu le film, et j'en suis déjà à 178 000 écoutes sur Spotify, donc clairement, bravo Hans. C'est un film vraiment maximaliste, la surenchère dans le scénario est parfois proche du ridicule, mais pour un film de 2h30, avec quand même plusieurs moments qui m'ont vraiment fait lever les yeux au ciel, surtout tout ce qui concerne la romance entre Brad Pitt et le personnage de Kerry Condon, qui a 20 ans de moins que lui, mais bon bref, passons. C'est quand même un film très, très, très divertissant. J'ai rangé tous mes ongles jusqu'au poignet tellement j'étais stressée. J'ai binge-mangé mon popcorn d'angoisse. Donc j'ai trouvé ça très réussi, et en même temps ce qui est intéressant dans le film, c'est aussi son sous-texte, puisque F1 peut fonctionner comme un commentaire méta sur la carrière de Brad Pitt, une star des années 90 vieillissante qui revient et qui prouve qu'il a encore de quoi être le champion. Et c'est là que je suis un peu plus ambivalente, c'est que ce film-là contribue aussi à la machine à rédemption de Brad Pitt, dont l'image publique a été de plus en plus écornée ces dernières années, depuis qu'Angelina Jolie a demandé le divorce, en l'accusant d'avoir été violent envers elle et ses enfants. Et un peu comme Tom Cruise dans Top Gun Maverick, là, Brad Pitt bénéficie avec F1 d'un projet qui s'appuie sur l'image qu'on connaît déjà de lui et qui va la sublimer pour en faire une figure attachante, c'est-à-dire qu'il joue un personnage un peu has-been qui traîne plusieurs divorces, un problème d'addiction au jeu, un tempérament de connard, mais qui va pouvoir se racheter à travers ses actions dans le film. Et donc je pense que ça mérite quand même d'être interrogé. Pour rester sur des thématiques similaires, il faut aussi que je parle de Megan 2.0 de Gerard Johnston. Madame Forrester, on a un problème. On est à la poursuite d'une androïde autonome appelée Amelia, qui a été conçue à partir du même programme que Megan. Rien dans notre arsenal ne peut l'arrêter. Elle est devenue incontrôlable. Elle tue toutes les personnes qui ont contribué à sa création. Vous et Katie êtes les suivantes sur sa liste. C'est la suite de Megan, un film d'horreur que j'avais déjà trouvé assez décevant. Megan, c'est le nom d'un robot qui est doué d'intelligence artificielle et qui est utilisé comme un jouet pour les petites filles, mais qui va se révéler très dangereux. Donc c'était une sorte de twist moderne sur Chucky, mais vraiment beaucoup moins drôle ou subversif que le marketing viral du film avait laissé espérer. Je suis quand même allée voir le 2 avec curiosité et j'espérais m'amuser parce que moi, les films d'horreur, je prends quand même toujours. Et j'ai détesté ce film que j'ai trouvé affligeant à tous les niveaux, aussi bien artistiquement que politiquement ou moralement. Là, on dirait vraiment que ça a été créé par un algorithme pour maximiser ses chances de succès en salle, c'est-à-dire qu'on a une séquence d'ouverture qui est une séquence d'action et de film de guerre. On a une scène de soirée avec des tenues sexy, on a des scènes de danse, on a une scène de chant. Il y a des pistolets qui font piou-piou-piou, il y a des robots, il y a des blagues un peu graveleuses. Et donc tout ça est mis bout à bout pour former une espèce d'amas vraiment anti-divertissant. Je me suis profondément ennuyée devant ce film.
Donc déjà, créativement, c'est un film qui est aussi dénué d'âme et d'aspérité et d'humour que ses personnages. C'est un peu la différence entre un nugget mou réchauffé au micro-ondes et un bon poulet rôti, c'est-à-dire que c'est pas un film, c'est un ersatz de film. Mais bon, ça, à la rigueur. Franchement, il y a beaucoup de films d'horreur ou de films hollywoodiens que je peux laisser passer devant mes yeux sans trop réfléchir, ça me pose pas de problème. Ce qui me pose vraiment problème, c'est la vacuité morale et politique de ce film, c'est-à-dire que c'est quand même un film qui prétend parler des dangers de l'intelligence artificielle, et des bouleversements technologiques que notre monde est en train de connaître. On sait que ça crée des débats au quotidien autour de nous. Enfin, je sais pas vous, mais moi, personnellement, j'ai beaucoup de débats autour de ChatGPT, de comment mon métier va évoluer avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est des préoccupations qui sont très présentes dans l'esprit de beaucoup de monde à l'heure actuelle. Il y a aussi toutes les considérations écologiques et environnementales de serveurs comme ChatGPT. Et là, en fait, on a un film qui, non seulement n'a aucun point de vue sur ces questions-là, mais c'est même pire que ça. C'est que, en fait, ce qu'il nous dit est profondément dérangeant politiquement. C'est-à-dire que le seul personnage qui, en fait, émet un doute sur l'intelligence artificielle et les dangers qu'elle pourrait susciter, c'est le méchant. Et c'est un énorme psychopathe. Je dis pas que Megan 2.0 doit être un traité d'une redoutable intelligence sur les dangers de l'intelligence artificielle. C'est pas pour ça qu'on va voir ce film. Je suis pas non plus totalement débile quant à mes attentes concernant ce film. Mais quand on prétend être un minimum en prise avec certains enjeux très politisés du monde réel, et pour le coup, il y a quand même des séquences dans ce film qui se déroulent au Sénat, donc il y a une volonté de parler des enjeux de régulation autour de l'intelligence artificielle, on se doit de traiter le sujet avec un minimum de rigueur et d'intelligence, vraiment juste un minimum. Et pour être une vieille conne jusqu'au bout, cerise sur le gâteau, un des rôles principaux du film est joué par Brian Jordan Alvarez, qui est un acteur et aussi un showrunner d'une série qui s'appelait English Teacher, qui est sortie l'année dernière. Et au même moment, il a été accusé de viol par un de ses acteurs, qui était aussi son ex-partenaire. C'est une enquête qui était sortie dans Vulture, qui fait vraiment froid dans le dos. Et donc, j'avoue que moi, c'est pas un effort conscient que je fais de séparer l'homme de l'artiste. Quand j'ai lu une enquête absolument ignoble sur un mec et que je vois ensuite ce mec à l'écran, j'avoue que ça me dérange un petit peu. Donc, en plus d'être un film qui fait vraiment même pas l'effort minimum sur l'écriture et les blagues, c'est un film qui m'a offensé de plein de manières différentes. Et je pense vraiment que certes, vous pouvez le regarder et vous dire « bah ouais, c'était rigolo, c'était pas non plus si pourri que ça », mais en fait, vous méritez vraiment mieux en tant que spectateur. C'est un film qui est vraiment marketé comme un phénomène camp, avec un décalage, avec ce robot, tout ça. Mais pour que ça marche, il faudrait que ce soit rigolo, ce n'est pas le cas. Ou que ce soit intelligent ou subversif, ce n'est pas non plus le cas. Voilà, honnêtement, ça m'arrive assez rarement de détester des films viscéralement. Et je pense que je suis plutôt bon public et que j'essaye toujours d'aborder un film par le biais le plus bienveillant qui existe en moi. Mais là, c'est vraiment pas possible. Et pour finir, avec un petit peu de douceur malgré tout, je voulais vous parler de Elio, c'est le nouveau film Pixar actuellement en salle. Je veux me sentir à ma place quelque part. Ils sont venus m'enlever. Wow. Bienvenue, je vais régler votre gravité. Ça me va bien. Gravité activée. Wow. Puis-je vous prélever un échantillon d'ADN? Oui, tu veux. Ça fait quelque temps que Pixar est un petit peu en perte de vitesse créative. Je pense qu'après l'énorme succès de Vice Versa, que j'avais trouvé assez brillant, ils ont eu tendance à aller vers une surenchère existentielle dans les thématiques traitées. Et il y avait quelque chose de parfois un petit peu trop abstrait dans les Pixar qui sont sortis récemment. Celui-là, c'est un petit peu un retour au Pixar à l'ancienne. C'est un simple film d'aventure, mais c'est ça qui m'a beaucoup plu. Je dirais que c'est clairement pas le meilleur Pixar de tous les temps, mais ça a parfaitement accompli le job que ça devait accomplir. C'est-à-dire que j'y suis allée en me disant « je ne vais pas pleurer » et je suis ressortie en flaque humaine. Ça parle d'un petit garçon, Elio, qui vient de perdre ses parents dans un accident et qui est donc élevé par sa tante. Sa tante travaille dans un programme spatial et on comprend qu'elle a dû un petit peu freiner sa carrière professionnelle pour s'occuper d'Elio et que ça génère une certaine frustration chez elle. Et Elio, en plus du deuil de ses parents, il ressent tout ça, donc il se sent pas forcément bien accueilli. Et il va développer une obsession, et son obsession, c'est qu'il rêve d'être enlevé par les extraterrestres pour pouvoir être dans un autre monde que celui dans lequel il vit. Et donc évidemment, il y a quelque chose de très beau sur cette idée que nous ne sommes pas seuls. Il y a d'autres gens avec nous dans l'espace. Une idée qui pourrait être menaçante et qui l'a souvent été dans la science-fiction, là est plutôt utilisée comme quelque chose de très rassurant pour un petit garçon qui aimerait se sentir un peu moins seul et qui rêve d'être kidnappé parce que ce serait préférable à la vie qu'il mène.
On va y retrouver évidemment toutes les thématiques Pixar habituelles, c'est-à-dire que ça parle de l'enfance et de la quête d'appartenance, de trouver sa place dans le monde. Mais ce qui m'a beaucoup émue, c'est que c'est aussi un film qui parle de solitude, et pas seulement de la solitude d'Elio, mais aussi la solitude des adultes. Une solitude qui peut être choisie ou non. Par exemple, sa tante, on comprend que c'est une femme de carrière, elle est célibataire, elle s'attendait pas du tout à se retrouver avec un enfant sur les bras. Et c'est honnêtement le genre de personnage qu'on voit pas souvent au cinéma, et encore moins dans des films pour enfants. Je vais pas vous spoiler, mais il y a une séquence où, en fait, plein de personnages vont s'allier pour trouver la solution à un problème. Et c'est des personnages qui sont tous à des endroits différents sur Terre et qui sont tous unis par leur passion pour l'espace. Donc on comprend qu'en fait, c'est sans doute plein de geeks qui eux-mêmes, dans leur monde, se sentent un peu seuls, mais en fait, ils forment une communauté tous ensemble. Et j'ai trouvé ce moment super beau, j'ai fondu en larmes, j'ai envie de pleurer rien qu'en reparlant. C'est une manière très très belle, en fait, de montrer que la solitude, c'est aussi ça qui peut permettre de développer une passion, de développer sa propre créativité. C'est une vision très belle de la solitude. Ce qui est d'autant plus regrettable pour un film qui prône la bienveillance et l'affirmation de soi, c'est qu'en coulisses, il y a quelques mois, Disney a accepté de supprimer son programme d'inclusion et de diversité pour s'aligner avec un des nombreux décrets pris par Trump. Et puis, il semblerait, selon plusieurs articles qui sont sortis récemment, que Elio a été lui-même victime de censure, puisqu'il s'agissait au départ d'un film réalisé par Adrian Molina et qui devait avoir un propos queer plus affirmé, ou un sous-texte queer beaucoup plus affirmé. Et même si moi, je trouve qu'on peut encore déceler les sous-entendus dans le film, apparemment, la première version était beaucoup plus explicite, jusqu'à ce que la hiérarchie de Pixar fasse un retour négatif à Adrian Molina, et il a quitté le projet juste après. Il a laissé la place à 2 autres personnes, 2 réalisatrices qu'on voit effectivement créditées au générique de fin, Madeleine Sharafian et Domichi. Et après tous ces bouleversements, il y a d'autres créatifs qui sont partis en cours de route en voyant les changements que le film avait subis. C'est donc assez triste d'imaginer que Pixar et Disney, qui ont longtemps été considérés comme des entreprises woke à Hollywood, cherchent à s'aligner sur une vision beaucoup plus consensuelle et dominante de la représentation. Moi, j'ai malgré tout eu l'impression de voir un film qui avait effectivement un sous-texte queer très léger, et j'ai beaucoup apprécié le film. Donc je vous le recommande, mais je pense que c'est quand même important de mentionner tout ce qui se passe en coulisses actuellement, et évidemment de rappeler que le cinéma est toujours politique. C'est la fin de cet épisode d'Anaïs se fait des films. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire. Si ça ne vous a pas plu, je ne veux pas le savoir, laissez-moi me faire des films. Si vous ressemblez à Pedro Pascal et que vous possédez un appartement qui coûte 12 millions d'euros, je ne crois pas au mariage, mais franchement, ça peut se négocier. Anaïs se fait des films va faire une petite pause parce que je suis fatiguée. On se retrouvera dès fin août, peut-être dans un endroit où on regarde des films et où on mange de très bonnes pâtes. En attendant, vous pouvez quand même continuer à m'écouter parler pendant des heures. Ça se fera dans le podcast Amis que je co-anime avec Marie Telling, dont vous avez pu entendre tout le génie dans cet épisode. On fait un hors-série de l'été, et ce hors-série est consacré à la saga cinématographique Hunger Games. Dans chaque épisode, on redécouvre un volet de la saga et on le débriefe ensemble. Il se trouve que moi, j'avais très peu de souvenirs de la saga, donc c'est un peu comme si je les voyais pour la première fois. Vous pourrez donc entendre ces épisodes dès la semaine prochaine, et puis nous, on se retrouve à la fin de l'été. Bisous, buvez de l'eau. Anaïs se fait des films est un podcast d'Anaïs Bordage, c'est moi. Produit par Slate Podcast. Production éditoriale, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez. Et au fait, je t'ai pas dit. Ouais. Anaïs, elle se fait des films. Mais non.